Notre invité de 8h30, c'est Thomas Cazenave, ancien ministre des Comptes Publics, ce matin face aux experts. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Les débats ont débuté hier dans l'hémicycle. Vous y croyez à ce budget 2025 proposé par Michel Barnier? On est reparti du texte initial hier, je le précise. Oui, j'y crois. Je crois à la nécessité de réduire le déficit public, et c'est l'objectif de ce texte, ramener le déficit public à 5%, faire des économies. Et vous y croyez en l'état importantes à ce texte? Et je crois qu'il est important qu'à la fin de l'année, on ait un budget. Si nous avons voté contre la première partie de ce budget la semaine dernière en commission, c'est qu'il a été largement dénaturé par une partie des groupes politiques, notamment avec des augmentations d'impôts considérables dans tous les domaines. De la part de la gauche, on le rappelle. Voilà, et donc, et pas toujours, avec aussi le Rassemblement national qui s'est allié à la gauche pour voter des augmentations d'impôts. Donc, nous, on repart de la version du gouvernement qu'on souhaite pouvoir amender, améliorer, et ça c'est tout le débat parlementaire qui va s'ouvrir. Mais moi je partage avec Michel Barnier, les ministres de Bercy, l'objectif de la nécessité de faire des économies et de réduire le déficit public. Et quand même, pourquoi un tel dérapage? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, justement? Donc, on voit aujourd'hui qu'on a manqué de recettes dans des proportions vraiment énormes. Le déficit s'est complètement envolé. Vous étiez, donc, on va dire, au gouvernement à ce moment-là. Donc, comment ça s'est passé? Comment vous avez pu ne rien voir? Ou alors, est-ce que si vous avez vu des choses, vous ne les avez pas signalées? Non, alors ça, on a eu le débat. Moi, j'ai passé plus de 17 heures à l'Assemblée, au Sénat, sur cette question-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année dernière, nous avons eu un trou dans les recettes très important, de plus de 20 milliards d'euros, avec des erreurs de prévision qu'on a reconnues. Vous savez, depuis la crise, les modèles, notamment à Bercy, sont extrêmement perturbés. Et ils ont beaucoup de mal à évaluer les recettes. Et donc, tromper de 20 milliards, c'est quand même considérable. Mais attendez, la marge est énorme. Je le reconnais bien volontiers. On a dit sur tous les prélèvements obligatoires, un problème sur l'impôt sur les sociétés. Donc cet écart de 20 milliards d'euros, quand il a été effectivement sûr et constaté, ce que nous avons fait avec Bruno Le Maire, nous avons activé des freins d'urgence. On a annulé, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de débats en début d'année dernière, les coupes budgétaires, 10 milliards d'euros, on a réduit la dépense de l'État. Et donc, la situation actuelle, elle résulte de trois choses. Une erreur de prévision, et moi je reconnais qu'il y a eu des erreurs de prévision très importantes. D'autre part, une envolée des dépenses des collectivités territoriales. Et enfin, troisième élément qu'il faut toujours garder en tête, les élections nous ont interrompu dans le plan de redressement des finances publiques. Oui, parce qu'il y avait une loi de finances rectificative, et finalement, celle-là n'a pas vu le jour. Elle n'a pas eu lieu. Pourquoi vous n'avez pas insisté pour la mettre en place? On a fait les 10 milliards d'euros de baisse. Ensuite, on a été pris par la dissolution, les élections, et nous sommes devenus des ministres démissionnaires, sans capacité à mettre en œuvre des réformes. C'est la raison pour laquelle, à l'été, avec Gabriel Attal et Bruno Le Maire, on a gelé 16,5 milliards d'euros, permettant à un futur gouvernement de faire des économies. Et donc, le dérapage du déficit, c'est en aucune manière le dérapage des dépenses de l'État. Je termine juste, qui n'ont pas augmenté, elles ont baissé. En revanche, le plan de redressement des finances publiques, lui, a été interrompu. Le gouvernement n'a pas souhaité continuer les mesures d'économie sur 2024 pour se concentrer sur 2025. Ce que l'on peut comprendre en disant, j'ai un gros sujet, vous le disiez, sur le PLF 2025, et donc, si on ne prend pas des mesures fortes en 2024, le déficit va continuer à croître. Notre intention, c'était de poursuivre les économies. On a bien compris que ce n'était pas de votre faute. Vous ne craignez pas la commission d'enquête parlementaire qui va se mettre en place pour qu'elle fasse la lumière. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de vous croire que sur parole. Cette commission d'enquête parlementaire, elle va faire la lumière, donc aucun problème avec ça. Mais bien sûr, moi je vous dis, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis moi-même député, parlementaire, membre de la commission des finances. Je suis toujours à la disposition des parlementaires pour expliquer. On a transmis tous les documents, on l'a fait dans la plus grande transparence. Il y a eu quelques réticences au moment quand les gens de la commission, Éric Coquerel, allaient pour récupérer des documents, ils se sont plaints, enfin en tous les cas, ils se sont plaints publiquement à plusieurs reprises d'avoir du retard dans la remise de ces documents. Non, vous voyez, c'est pour ça que ce sera bien une commission d'enquête. On avait jusqu'au 2 septembre pour leur remettre les documents. Ils ont reçu le 2 septembre des cartons entiers avec toutes les notes existantes à Bercy. Vous faites référence au fait qu'ils voulaient se faire communiquer les lettres plafond qui relèvent de Matignon et non pas de Bercy. Ils s'y sont rendus et ils ont reçu une fin de non-recevoir. Nous, on a respecté. Moi, je suis très attaché aux prérogatives du Parlement. Je suis moi-même parlementaire. Et donc, on a toujours fait, en toute transparence, la commission d'enquête, elle permettra aussi d'approfondir qu'est-ce qui s'est passé sur les modèles de prévision des recettes. Et je comprends que ça interpelle, bien sûr. Thomas Cazenave, moi, ce qui m'interpelle ce matin, et je vous écoute religieusement, vous nous dites on a eu une erreur de prévision. Oui.
Et je disais à l'instant, 20 milliards, c'est considérable comme erreur. Mais comment vous expliquez cette erreur de prévision aujourd'hui pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin? Je vais essayer d'expliquer les choses très simplement. Habituellement, quand les recettes augmentent comme l'activité, voilà, si l'activité fait ça, les recettes font ça. Et après le Covid, tout d'un coup, les recettes ont augmenté plus que l'activité. Donc, les années précédentes, on a eu plus de recettes que nous attendions. Et cette année-là, comme un effet retour de ce qui s'était passé, on a eu beaucoup moins de recettes qu'attendu. Et les services de Bercy considèrent que finalement, les crises économiques successives ont beaucoup bouleversé, d'une part, l'activité économique et probablement aussi leur modèle de prévision. Mais ça, on l'a fait en toute transparence. Quand on a su qu'on avait effectivement dérapé sur le déficit public en raison de ces moindres recettes, on l'a su officiellement avec une note précise en février. 4 jours après, avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal, on prenait un décret d'annulation très vite. Donc il n'y a pas eu de dissimulation de la part du ministre de l'économie, bien sûr que non. Bruno Le Maire. Quel serait l'intérêt même de la dissimulation? C'est-à-dire, si, parce qu'il y a des élections législatives, ça fait très mauvais genre. C'est-à-dire qu'on découvre cette situation après. C'est-à-dire que dans le cadre des élections européennes qui se déroulaient pendant toute la campagne du printemps dernier, puis des législatives, on peut facilement imaginer que personne n'avait envie de mettre sur le tapis cette situation-là. Sauf que c'est faux dans la mesure où on a acté le creux dans les recettes dès le mois de février. Donc tout ça a été connu bien en amont d'ailleurs de ces élections. Donc je vais vous dire, le fait qu'il y ait eu un gros problème d'évaluation de recettes, c'est certain, tout le monde le reconnaît. Et peut-être que la commission d'enquête permettra d'aller plus loin avec les services de Bercy pour comprendre. Vous savez, nous, avec Bruno Le Maire, quand on a constaté ça, on a lancé une mission indépendante. L'inspection générale des finances, elle a tout regardé. Elle a regardé les prévisions de recettes, elle a constaté qu'effectivement, les recettes étaient complètement en écart à la prévision, en disant que c'était très difficile à anticiper. C'est important de regarder ces prévisions de recettes. Et disant aussi, je le dis, par rapport au procès en dissimulation, que c'est ni le ministre de l'économie, ni le ministre du budget qui font les prévisions de recettes. Ce sont les services qui fabriquent. C'est très technique, les prévisions de recettes. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu la politique du quoi qu'il en coûte, n'a pas duré trop longtemps et de manière excessive? On sait que les entreprises, parfois, ont été aidées alors qu'elles n'en avaient pas toujours forcément besoin. Elles en ont profité. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu arrêter ça plus rapidement? De même que le bouclier qui a été mis en place pour l'énergie, dont Bruno Le Maire s'est targué d'être effectivement, on va dire, à l'origine de tout ça. C'est pareil par rapport aux autres Européens. On en a fait beaucoup plus. Donc, et maintenant, on le paye forcément. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans le pays, notamment l'ensemble des forces politiques, reconnaissent qu'il y avait une grande unanimité dans le pays pour protéger massivement les entreprises, les commerçants, les collectivités territoriales, les associations, les Français, on a fait trop. Les Français eux-mêmes. Le résultat, c'est qu'on a une activité économique, une croissance qui résiste très fortement par rapport à nos autres partenaires européens. Je pense par exemple aux Allemands, par exemple aux Britanniques. Et ça, c'est probablement l'effet de la protection que l'on a mis en œuvre. Il est un peu facile, après coup, que les mêmes qui nous ont soutenus dans cette politique du quoi qu'il en coûte, et souvent nous demandant d'aller toujours plus loin. Il fallait baisser la TVA, notamment sur les produits, sur l'essence, sur le gazole. Il fallait faire plein de choses. On a toujours dit non. Et maintenant, c'est facile de dire, vous en avez trop fait. Je pense qu'on a bien fait de protéger. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une grande accoutumance à la dépense publique. Et c'est très difficile, et c'est pour ça que moi je soutiens le gouvernement de Michel Barnier dans ses économies qu'il doit faire, et probablement qu'on peut aller encore plus loin, pour revenir à la situation d'avant-crise. Les dépenses de l'État, entre 2019 et 2023, elles ont augmenté de 100 milliards d'euros en raison beaucoup de la protection. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé à un moment avec Isabelle de l'Europe. Comment peut-on avoir un président de la République qui, depuis 7 ans, se bat pour avoir le plus possible d'harmonie économique, financière entre les États européens, même si on ne parle pas encore d'Europe fédérale, mais en tout cas d'avoir cette sorte de conversation sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des règles communes. Bon, il y a les règles des 3%, mais on a beaucoup parlé des États frugaux, qui faisaient des économies, qui faisaient attention à leur déficit, qui respectaient un certain nombre de conventions, et puis la France, qui, à travers le quoi qu'il en coûte, mais pas uniquement, comme vous l'avez dit, s'est accoutumée à la dépense publique. Il n'y a quand même pas là une sorte de contradiction entre le souhait de faire en européen le plus possible d'efforts, et puis en solo, français, on dépense de façon presque comme une droguée, comme un drogué. Je pense il y a 2 périodes. Il y a la période avant la crise. Et vous avez raison de rappeler, on était très attachés à nos engagements européens. La France est sortie de la procédure pour déficit excessif. Entre 2017 et 2019,
on a ramené le déficit sous les 3% et on est sorti de la procédure de contrôle de la Commission européenne. Et puis, c'est vrai, les crises, parce qu'il n'y en a pas une seule, les crises ont bouleversé tout ça. Et probablement aussi généré une forme d'accoutumance à la dépense publique. Aujourd'hui, c'est très... On était bien seuls, je vais vous dire, y compris avec Bruno Le Maire, pour essayer de défendre des économies, de rejeter ensemble au Parlement toujours plus de dépenses. Le dernier budget, les ministres au banc, il a fallu se battre contre des milliers d'amendements de dépenses supplémentaires. Moi, j'aimerais qu'il y ait une forme d'union nationale désormais, en se disant les crises sont derrière nous, on doit préparer l'avenir, on doit soutenir un gouvernement, au moins une trajectoire qui veut faire des économies. Parce qu'il n'y a pas d'autre option, sinon c'est le matraquage fiscal et on est contre ces options. Qui a failli pour vous? Emmanuel Macron? Non, mais On ne l'a pas cité encore depuis tout à l'heure. d'abord, moi je conteste... Parce que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la faute de Bruno Le Maire. Il faut bien un fautif dans l'histoire. Il y a depuis 1974 des budgets qui sont votés en déséquilibre. Et il y a eu un phénomène, je le redis, exceptionnel avec une chute brutale des recettes, une augmentation très forte des dépenses des collectivités territoriales et un plan de redressement des finances publiques pour l'année 2024. Oui, mais le quoi qu'il en coûte, c'est le président de la République. Mais je vais vous dire, le quoi qu'il en coûte, moi je n'ai pas de regrets. Je pense qu'on a bien fait, parce qu'on a protégé tous les emplois dans notre pays, on a protégé nos entreprises, nos commerçants. Je vais vous dire, ça aurait coûté beaucoup plus cher de redresser un pays qui serait littéralement tombé en miettes avec une récession, comme on peut observer dans un certain nombre de pays. Donc, par contre, j'en appelle un peu un esprit de responsabilité. Quand on était tous d'accord pour dépenser très largement, on peut dire qu'on est tous responsables aussi un peu de cette situation. Et par contre, il faut qu'ensemble, on se retrousse les manches pour redresser les finances publiques. Et c'est notre état d'esprit avec le groupe Ensemble pour la République, où on veut aider Michel Barnier à retrouver le chemin du redressement des finances publiques. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas trop aidé justement les entreprises? Et c'est justement peut-être à cause de cela que ces entreprises qui étaient biberonnées aux aides en quelque sorte, eh bien, elles n'ont pas fait rentrer de recettes. Et c'est peut-être ça qui explique aussi le trou actuel qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, mais peut-être, et ça je pense c'est les travaux qui sont menés à Bercy pour comprendre pourquoi les modèles de prévision se sont trompés à ce point. Nous, on avait lancé un rapport d'inspection pour comprendre quand même qu'est-ce qui s'est passé, qui montre bien le phénomène un peu exceptionnel et le fait que les services, d'une certaine manière, n'ont pas réussi à bien capter ce qui se passait. Et il faudra approfondir les travaux pour comprendre le contenu de la croissance, pourquoi on a eu moins d'impôts sur les sociétés. Naturellement, de toute façon, on a intérêt à avoir des modèles plus robustes pour mieux comprendre et surtout demain, mieux prévoir. Thomas Cazenave, le budget, il est là, oui. Non? Il y a au moins 40 jours à l'Assemblée, c'est en partie. On voit bien, vous êtes aux commissions, rien ne marche. Il va se repasser à l'Assemblée en séance plénière ce qui s'est passé en commission, c'est-à-dire que les amendements de la gauche vont être revotés. Est-ce qu'il ne faut pas aller à un 49.3 rapidement pour éviter le chaos pendant 2 mois? Ce qui est certain, c'est que quand vous avez un gouvernement avec une majorité relative, souvent par le 49.3, qu'on finit par adopter le budget. Et je le dis, le 49.3, c'est un instrument utile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire pour un pays que de finir l'année sans budget. Utile mais impopulaire. Très clairement. On l'a vu l'an dernier avec Elisabeth Borne. Mais ce serait, je vais vous dire, beaucoup plus impopulaire encore que de laisser, à mon avis, le pays sans budget avec la fin de l'année. Nous faisant tomber dans une incertitude incroyable que nous n'avons jamais connue. Nous le paierions tous comme Français, comme citoyens, comme entreprises, comme salariés. Donc, il faut qu'on ait un budget avant la fin de l'année. Le 49.3, il sert à ça. Par contre, est-ce qu'il faut qu'il y ait du débat à l'Assemblée? Moi, je suis pour qu'il y ait du débat à l'Assemblée. On l'a eu à la Commission des Finances. Je veux dire, nous, on soutient le gouvernement de Michel Barnier dans son entreprise de réduction des déficits publics. On a aussi des attentes. Par exemple, on est contre la hausse du coût du travail. Et on propose au gouvernement des alternatives. Parce qu'on dit, attention, l'augmentation des charges sociales va se traduire par des destructions d'emplois. Et s'il y a bien une chose dont je suis fier, comme député, comme membre de ce groupe et de l'ex-majorité présidentielle, c'est qu'on a réduit drastiquement le chômage ces dernières années. Dernière question. Attention. Une petite question simple. La dernière. Vous cherchez de l'argent, enfin le gouvernement cherche de l'argent. Il y en a une qui est assez simple, une solution qui est assez simple, c'est les participations de l'État. Calculées, 180 milliards, 10%. Proposition notamment de Gérald Darmanin. Voilà. Et d'Olivier Grégoire. Les participations de l'État, on peut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète. Regardez le débat sur le Doliprane. Par contre, la vente n'a aucun impact sur le déficit public. Donc il ne faut pas non plus se détourner de l'exercice le plus difficile qui est devant nous. C'est celui de la dépense. De la dépense publique. Et de faire des réformes structurelles. Et de faire des réformes structurelles. On a proposé l'assurance chômage. On a proposé
l'assurance maladie, le millefeuille territorial, qui nous coûte près de 7 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement en trop. C'est le rapport du maire de Charleville-Mézières que j'avais missionné en son temps quand j'étais ministre du budget. On a beaucoup de sujets. Il faut continuer les réformes dans notre pays aussi pour faciliter le redressement des comptes publics. Merci Thomas Cazenave d'être venu ce matin dans le 6-9. On n'a plus le temps. Vous le ferez rapidement, en un mot. Mais il n'est toujours pas candidat, Gabriel Attal. Moi, j'avais toujours dit que ça serait un excellent président de Renaissance. Merci pour la précision. Thomas Cazenave, l'ancien ministre chargé des comptes publics.